Je voulais faire la vidéo dehors pour que ce soit un côté plus nature, wild. Je voulais m'inspirer des plus grands, hein, filmer dans la jungle et tout. Je peux pas parce qu'il grêle. Je sais pas si vous entendez, il grêle. Donc c'est pas grave, on va faire la vidéo à l'intérieur. On va, on va être un peu plus comme à la maison, un peu plus confortable finalement, et c'est tant mieux. Puisqu'aujourd'hui, donc, on va essayer de faire une vidéo sur l'atelier Missor, une critique de l'atelier Missor. Et en fait, je fais cette vidéo parce que malgré le buzz un peu, ou le semi-buzz qu'il y a autour de l'atelier Missor et les nombreuses critiques qu'il y a autour d'eux, il y a très très peu de critiques qui s'attardent sur le côté artistique. On trouvera des critiques de Analgénocide et de Paduring, un critique du coup qui va être plus sur l'aspect philosophique, plus sur Nietzsche, est-ce que vous êtes vraiment nietzschéen, etc. Ou même la vidéo du philosophe, ça va être autour de Nietzsche. Donc en fait, à chaque fois qu'on parle de l'atelier Missor, on parle pas du côté artistique, et ce que je trouve dommage, parce que c'est quand même des sculpteurs. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire cette critique artistique. Et en fait, le point de départ de cette critique artistique, c'est que il y a quelque chose qui me surprenait quand je voyais les vidéos de l'atelier Missor ou des gens de l'atelier Missor, c'était la profusion de bustes en plâtre qu'il y a derrière eux. Et même ils se vantent de produire et de vendre des milliers de bustes, etc. Or c'est surprenant parce que moi, de mes quelques connaissances que j'ai vraiment très très basiques sur le marché de l'art, il me semblait quand même avoir appris que ce qui participait à faire la valeur d'une œuvre, c'était sa rareté. C'est pour ça qu'en France, par exemple, un sculpteur peut pas produire autant de reproductions en bronze de son œuvre qu'il veut. Il est limité à 12, parce que quand tu achètes une œuvre d'un artiste, bah, t'as quand même un peu envie d'être l'un des seuls à posséder cette œuvre, qu'il n'y en ait pas des milliers de reproductions sur le marché. Et ça paraît assez logique, parce que si tu veux un jour revendre ton œuvre, c'est plus facile s'il y en a 12 que s'il y en a 150 000, quoi. Or, c'est absolument pas le cas de l'atelier Missor. Ils produisent un nombre infini d'œuvres en plâtre, et ils promettent absolument pas d'en limiter le nombre ou d'arrêter la production dans le temps. Et malgré ça, ils arrivent à vendre leur buste au prix fort. Ils arrivent à le vendre minimum 200 €, parfois jusqu'à 400 € pour des bustes en plâtre qui sont reproductibles à l'infini, ce qui est quand même c'est surprenant au départ ça. Donc vraiment à la base de quand j'avais envie de faire cette vidéo, il y avait ce truc là un peu de somme, tu vois, genre comment il fait le mec, comment il fait, il est trop fort, genre il arrive à vendre une quantité infinie de bustes et à les vendre super cher, donc il a trouvé, en fait il a hacké le marché de l'art, il est devenu trop fort. Donc je comprenais pas, donc du coup j'ai décidé de me renseigner, d'aller plus en profondeur. Et je me suis rappelé d'un livre dont m'avait parlé mon coloc à l'époque, dont le titre, me semblait-il, allait m'apporter des réponses. Alors ce livre-là, c'est un essai qui a été écrit par un Allemand entre les deux guerres mondiales, voilà, qui prend parfois un peu la forme d'un manifeste un peu politique, voilà, etc. Donc je pense que vous avez deviné de quoi je veux parler. Bah ouais, c'est l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique de Walter Benjamin. En gros, Walter Benjamin, c'est un penseur de l'école de Francfort, donc plutôt d'inspiration marxiste, et qui a écrit ce livre-là sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, pour parler de l'art et du rapport entre l'art et la technique. Ça a été écrit au début des années 30, et ça a eu un très très fort retentissement, c'est un livre qui est ultra connu en fait. Et donc je l'ai lu pour vous, et je vais essayer de vous donner un peu l'idée générale qui nous permettra voilà, de conceptualiser un peu Missor et de voir où il se situe par rapport à ça. Donc Walter Benjamin, ce qu'il nous dit, c'est que le monde de l'art a connu un bouleversement au 19e siècle. Ce bouleversement, il est technique, en fait, c'est le fait de pouvoir reproduire en très grande quantité, de manière industrielle, des œuvres. En fait, avant, les œuvres d'art, elles pouvaient certes être reproduites, mais leur reproduction, elle était très limitée, puisque ça prenait du temps, c'était compliqué de faire des reproductions. Donc même s'il y avait plein de manières de reproduire une œuvre d'art, et toutes les œuvres d'art, il y avait l'eau forte, il y avait le moulage, il y avait la lithographie, etc. L'original de l'œuvre originale gardait une autorité sur ses copies, c'était l'œuvre unique en fait, et donc elle avait une supériorité, elle avait ce que Walter Benjamin appelle une aura. Et cette aura, elle est liée au fait que l'œuvre, elle existe seulement à un endroit précis, hic et ung, en fait. C'est sa rareté, c'est son exclusivité, c'est sa difficulté d'accès qui fait que l'œuvre a une aura. Alors que à l'époque actuelle, c'est différent, puisque vu qu'on peut reproduire en masse des œuvres, les reproductions des œuvres s'autonomisent de l'original pour devenir en fait l'œuvre elle-même. En fait, l'œuvre va se mêler dans ses reproductions, elle va se fondre dans la multitude de ses reproductions. Ce qui aboutit forcément à la destruction de l'aura de l'œuvre. L'œuvre ne peut pas avoir une aura si elle est partout à la fois, si tout le monde peut y avoir accès, si elle n'a pas ce caractère d'exclusivité et de rareté. Et
Le progrès technique, il a non seulement permis la reproduction des œuvres d'art comme anciennement, mais c'est pas seulement un changement de degré, c'est aussi un changement de nature. Il y a d'autres formes d'art qui apparaissent grâce à cette reproduction. Le meilleur exemple, bah, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est un art qui est indissociable de la reproduction technique. En fait, si on pouvait pas reproduire les pellicules, les copier, les recouper, voilà, etc. à l'infini pour ensuite vendre plein de copies de pellicules à plein de cinémas pour diffuser cette œuvre, le cinéma n'existerait pas, ce serait pas possible. Et donc l'art change de forme, même ce qu'on appelle l'art, ça change, et donc le dépérissement de l'aura, ce que Walter Benjamin appelle le dépérissement de l'aura, c'est carrément un changement anthropologique dont de l'art, c'est un changement de la façon dont on va faire de l'art, dont on va recevoir, dont on va comprendre l'art. C'est vraiment un changement profond de ce qui fait la nature de l'art pour Walter Benjamin. Ce qui, dans l'œuvre d'art, à l'époque de la reproduction mécanisée, dépérit, c'est son aura, processus symptomatique dont la signification dépasse de beaucoup le domaine de l'art. Et en effet, c'est un changement profond de la nature de l'art, puisque avant, l'œuvre d'art, pour Walter Benjamin, elle avait principalement une valeur rituelle. C'est-à-dire que les œuvres d'art, elles n'étaient pas produites pour être vues, elles étaient principalement produites dans une démarche magique ou religieuse. En fait, l'œuvre, elle va être l'aboutissement d'un sacrifice humain une fois pour toutes, qui va trouver son accomplissement dans l'œuvre. Et donc, c'est ça qui va faire que l'œuvre, elle va avoir une aura. Et c'est ça aussi qui fait que l'œuvre, elle va s'inscrire en général dans un rite où, voilà, donc on va peindre, par exemple, on va sculpter le visage d'un ancêtre pour lui rendre hommage, on va dépeindre une scène religieuse, une scène de la mythologie, etc. Donc il y a ce rapport-là, en fait, à quelque chose de divin, à quelque chose, à Dieu, en fait, avec l'œuvre d'art, qui est indissociable de son aura. Donc c'est sa valeur rituelle. L'œuvre, elle a une valeur rituelle. Et d'ailleurs, l'œuvre, elle n'a pas besoin d'être vue par la masse, pas besoin d'être vue par le plus grand nombre. Parfois, il y a des œuvres qui sont dans les églises, qui sont invisibles à l'œil humain, qui sont simplement là pour Dieu, en fait. Alors qu'à l'ère de la reproduction mécanisée, c'est une autre valeur qui va prendre le dessus, c'est la valeur d'exposition. C'est-à-dire que l'art, du coup, a besoin d'être vu pour exister et être vu par la masse. Et c'est le fait d'être vu par le plus grand nombre qui va faire que l'œuvre va avoir de la valeur. Donc on a vraiment un retournement, une inversion des valeurs en art. On va passer du hic et hunc au partout et tout le temps. On va passer de l'aura, donc au dépérissement de l'aura, au une fois pour toutes, au une fois n'est rien pour Walter Benjamin. Et c'est là où il y a un paradoxe quand même avec Mysore, c'est que Mysore, à la fois, il s'inscrit plutôt dans un art qui a une valeur rituelle, hein, le fait de sculpter le visage des ancêtres, le fait où il dit qu'on a une dette envers les anciens, qu'il veut perpétuer leur mémoire. Tout, en fait, dans son discours et dans sa manière de sculpter, indique que l'art, pour lui, a une valeur rituelle. Et en même temps, il s'inscrit pleinement dans un processus de reproduction mécanisée, et dans un processus de reproduction mécanisée qui a pour but que son œuvre d'art se multiplie et soit disponible pour tout le monde. Donc son art, il a aussi une valeur d'exposition. Donc là, il y a une forme de paradoxe, c'est qu'à la fois, il veut la valeur rituelle dans l'œuvre, et à la fois, il veut la valeur d'exposition. La question, c'est donc, est-ce qu'il y arrive à faire ça ? Et s'il y arrive, comment il fait ? Comment il a fait pour... Il a vraiment hacké le système, il est vraiment trop fort, quoi, ce mec. J'affirme que les bustes de Mysore ne sont pas des œuvres d'art. Ou plutôt, j'affirme que les bustes de Mysore sont autant des œuvres d'art que un DVD, un livre, une cassette sont des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'ils n'en sont pas. Alors ça veut pas dire que c'est pas beau. Moi, je peux trouver qu'une cassette, c'est très beau. Je peux trouver qu'un livre, ça fait bien dans une bibliothèque. Voilà, c'est très joli. Mais c'est pas pour ça que c'est une œuvre d'art. Ce serait plutôt une marchandise, un objet de décoration. Alors vous allez me dire, bah non, parce que du coup dans le livre, le DVD, tout ce que tu as cité, ça c'est le support et l'œuvre d'art, elle est à l'intérieur, c'est le flux qui est contenu dans l'objet qui est l'œuvre d'art. Or, c'est pas le cas pour les bustes de Mysore. Bah précisément, je pense que si les bustes de Mysore sont le support non pas d'un flux, mais d'un discours en fait. Oui, le support d'un discours, puisque pour vendre ces bustes, Mysore s'appuie sur sa chaîne YouTube, il fait des vidéos pour présenter son œuvre, pour l'expliquer, pour dire pourquoi il a fait ça. Et en fait, posséder
posséder ces bustes, ça devient le signe d'appartenance à un groupe qui a une certaine idéologie, une certaine vision de l'art, de ce que devrait être l'art, qui est très très affirmée et qui est indéniable, qu'on peut voir dans leurs vidéos, c'est-à-dire l'idée qu'il faut réaffirmer, selon leurs mots, réaffirmer le beau, etc. Donc tout ça, c'est un discours, et ce discours-là trouve son support dans les bustes de Mysore. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique que la plupart des critiques qui émergent envers Mysore viennent du champ philosophique. C'est que, puisque ça s'appuie sur de la philosophie, à la base c'était Nietzsche, et puis après ça s'est étoffé avec Dostoïevski, Peterson, etc. C'est pas débile de s'attaquer au fondement philosophique qui sous-tend la vente de ses œuvres, si on souhaite s'attaquer à l'atelier Mysore. Mais je pense que cette critique, elle est pas suffisante. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est évident, regardez le matériau qui est utilisé, c'est du plâtre. Quel artiste sculpte sur du plâtre? Le plâtre, c'est un matériau qui est pas noble, c'est un matériau qui se détériore vite, qui coûte pas cher. C'est là que du coup, ça nous amène sur un autre point. Ce que nous appelions l'art ne commence qu'à 2 mètres du corps. Mais voilà qu'avec le kitsch, le monde des objets se rapproche de l'homme. Il se laisse toucher, et dessine finalement ses figures dans l'intériorité humaine. L'homme nouveau porte en lui toute la quintessence des formes anciennes. Et ce qui se constitue dans la confrontation, avec un environnement issu de la seconde moitié du XIXe siècle, dans les rêves comme dans les phrases et les images de certains artistes, c'est un être que l'on pourrait appeler l'homme meublé. Donc ça, c'est une citation de Walter Benjamin dans le kitsch onirique. En fait, le kitsch, c'est ce qui permet à Mysore de vendre des œuvres. C'est le moment artistique qui correspond en fait à la victoire de la bourgeoisie sur l'aristocratie. Parce que ici, le kitsch remplace l'aura qui supposait une distance par rapport à l'œuvre, ici est remplacé par un objet qui peut faire partie d'un intérieur bourgeois, qui va faire figure d'objet de décoration, et qui du coup se retrouve, comme dit Walter Benjamin, dans l'intériorité humaine, quoi. Et dans mes recherches, je suis tombé sur un texte de Christophe Guérin, qui est professeur de philosophie de l'art à la Sorbonne. Et lui, pour lui, le kitsch, c'est l'art des parvenus, c'est-à-dire c'est un art qui émerge en même temps qu'une classe sociale émerge. Et cette classe sociale, c'est la classe sociale de la bourgeoisie. C'est d'abord une affaire d'argent. La matière première ne vaut rien. Le produit fini doit être lucratif pour le vendeur, et flatteur pour l'acheteur qui doit en avoir pour son argent. L'objet kitsch doit faire bonne impression, il est tape à l'œil. En fait, si vous voulez, on peut vraiment comparer, je pense, le buste de Napoléon qui est dans l'étagère de VA+, avec le poster de Tim B.S. dans la chambre d'une adolescente. C'est rien de plus en fait qu'un signe d'appartenance à un groupe avec des codes, une identité, etc. Et le kitsch correspond à cette transformation de l'œuvre d'art en marchandise, qui se comprend très bien lorsqu'on l'associe à la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie est la classe sociale marchande, boutiquière, comme dirait Bégodeau, et donc son art est boutiquier, il est marchand. Et moi, fondamentalement, je veux dire, sans jugement de valeur, je vois absolument rien de mal à ça. Je trouve très bien, moi aussi, moi je mets des posters de films dans ma chambre, je trouve ça très, très sympa, ça signifie mon appartenance à quelque chose, mais à aucun moment je prétends que c'est des œuvres d'art, ce sont des marchandises, ce sont des objets de décoration. Et là, vraiment, je trouve qu'avec Mysore, on est dans l'aboutissement de ce retournement des valeurs aristocratiques. Puisque avant, il y avait déjà des bustes en plâtre qui se vendaient sur Amazon ou dans des magasins, dans les brocantes, etc. Mais c'était le niveau zéro de l'art, c'était vraiment la copie. Je veux dire, personne ne s'enorgueillissait d'avoir un buste en plâtre chez lui. Et là, Mysore, il réussit quand même le coup de force de nous faire croire que ces bustes-là sont l'aboutissement de l'art et de ce que devrait être l'art. Donc il y a véritablement du coup là un retournement des valeurs. Le buste devient la valeur, l'œuvre d'art absolue, ce qui est montré comme étant le beau, ce qui est montré comme qui est un modèle, ce qui devrait être un modèle pour les sculpteurs. En tout cas, c'est ce que je souhaite faire Mysore. Le kitsch fait riche, il est la bonne conscience des nouveaux riches. Valeur d'emprunt, il est déprécié comme comble du mauvais goût par les gens de goût. Le refus du kitsch discrimine les personnes de qualité des rustres, selon une sélection toute aristocratique. En premier lieu, les rustres, à l'esprit lourd, au goût gâté, aiment les objets kitsch, témoins de leur réussite. Le kitsch devient donc le goût du parvenu, puisqu'il doit affirmer ostensiblement les attributs de l'accès à la classe aisée, à savoir la détention des œuvres de référence. Certes, nous sommes dans les apparences qui se contentent des ressemblances, et dans un processus de mimétisme, mais peu importe, car l'objet kitsch remplit la même fonction que l'œuvre originale. Affirmer une distinction. Le David de Michel-Ange que j'ai dans mon jardin n'est pas en marbre de Carrare, mais en plâtre de Castorama.
Il n'est pas de Michel-Ange mais de Taïwan. Il ne fait pas 5 mètres de haut mais 1 mètre 12. Il n'a pas le sexe nu mais recouvert d'une feuille de vigne. Il n'est pas seul, mais entre une Vénus de Milo et une Vénus de Botticelli en résine. Vous raillerez mon goût de plouc. Qu'importe. Mon David me plaît. C'est ma manière d'apprécier Michel-Ange. C'est ma façon de montrer aux gens de mon milieu que j'ai de la culture. Vous penserez que je suis un parfait crétin. Vous aurez raison. Qu'importe, si je pense que le crétin est celui qui ne peut donner une âme à son jardin avec des sculptures. Alors évidemment, je ne pouvais pas faire une vidéo sur le kitsch sans vous parler de Kundera, qui a beaucoup écrit sur le kitsch, en particulier dans l'insoutenable légèreté de l'être. Et pour Kundera, le kitsch, c'est pas seulement une notion esthétique, mais c'est carrément une notion métaphysique. Si, récemment encore, dans les livres, le mot « merde » était remplacé par des pointillés, ce n'était pas pour des raisons morales. On ne va tout de même pas prétendre que la merde est immorale. Le désaccord avec la merde est métaphysique. L'instant de la défécation est la preuve quotidienne du caractère inacceptable de la création. De deux choses l'une, ou bien la merde est acceptable, alors ne vous enfermez pas à clé dans les waters, ou bien la manière dont on nous a créés est inadmissible. Il s'ensuit que l'accord catégorique avec l'être a pour idéal esthétique un monde où la merde est niée et où chacun se comporte comme si elle n'existait pas. Cet idéal esthétique s'appelle le kitsch. Donc quand Victor Ferry dit ça... Et si c'est important pour moi de réfuter cette affirmation selon laquelle le monde est laid, c'est parce qu'un de mes combats est de lutter contre la morosité ambiante. Tu as le choix de regarder vers ce qui est laid, tu as le choix de regarder vers ce qui est beau, mais je pense que l'on gagne à essayer de fréquenter le plus souvent possible ce qui est beau. On peut dire qu'il prône cet idéal esthétique. Il souhaiterait qu'on ne montre que l'acceptable, le bienséant. Il prône donc le kitsch. Évidemment, si je pense que les bustes de Mysore ne sont pas des œuvres d'art, ça ne veut pas dire que je pense que Mysore n'est pas un artiste. En réalité, je pense que si, c'est un artiste, mais c'est un artiste qui n'est pas un sculpteur. C'est un conteur, en fait, c'est un vidéaste, un vlogueur, et même, en fait, son succès dans la sculpture s'explique par son succès en tant que conteur, puisque c'est la manière dont il raconte son œuvre en vidéo qui fait que les gens vont acheter ses bustes. En fait, du coup, moi, je verrais plutôt les bustes comme le produit dérivé qui permet à Mysore de vivre de son vrai travail d'artiste, qui est un travail de conteur, de vidéaste, de réalisateur de vidéos, je pourrais dire. Cette thèse, elle me paraît presque évidente, puisque Mysore, à la base, alors maintenant il a supprimé son ancienne chaîne, mais à la base c'était quand même un vlogueur. C'était quelqu'un qui sortait dans la rue de Paris pour se filmer, qui racontait un peu ses angoisses, etc. Et il était extrêmement bon là-dedans. Moi, il m'a vraiment touché dans plusieurs de ses vidéos. Il m'a provoqué des émotions, et même des émotions esthétiques. Sa manière de raconter, sa manière de filmer, sa manière de montrer ses failles, etc. Il le fait très bien. Aujourd'hui, il est un peu sur un autre registre, mais il est toujours dans le prolongement de ça. C'est-à-dire que même sa vidéo sur pourquoi il a sculpté Napoléon, ou sur l'histoire de ma vie qu'il a sorti sur sa chaîne, sont excellentes, de mon point de vue, parce qu'elles témoignent d'un très très grand talent pour raconter une histoire qui va toucher un spectateur. Donc c'est en ça que Mysore est un artiste. Et donc du coup, si on reprend la grille de lecture de Walter Benjamin, eh ben, évidemment qu'il est beaucoup plus dans quelque chose de l'ordre de l'art cinématographique, qui est un art qui va toucher les masses. Je pense que Walter Benjamin, s'il était encore en vie, il concéderait que YouTube est le prolongement de l'art cinématographique, et même son aboutissement, puisque l'art cinématographique restait quand même limité dans ses capacités de diffusion pour accéder aux masses, puisqu'il fallait quand même se rendre dans les cinémas pour voir des films. Aujourd'hui, tout le monde sur son ordinateur ou son téléphone peut voir gratuitement les vidéos de Mysore. Donc en fait, la reproductibilité technique en art, elle voit son aboutissement un peu avec YouTube. Et donc Mysore s'est approprié cet art-là, et il en a fait des vlogs, il en a fait des œuvres, en fait. Et c'est ça aussi que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que c'est pas un clash envers Mysore en mode ouais, elles sont nulles, ces sculptures, c'est pas des œuvres d'art, c'est claqué, c'est en plâtre. Non, c'est pour dire que le véritable artiste, il est là. Je vais peut-être du coup me recevoir un clash dans la gueule, mais si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, vous verrez que c'est pas vraiment un clash de Mysore, c'est vraiment plus une mise au point ou une façon de conceptualiser Mysore et de le replacer dans le champ artistique, là où, à mon avis, sa place est réellement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Vous pouvez évidemment réagir, faire des vidéos réponses. Et voilà, et abonnez-vous si vous voulez. Peut-être que je ferai d'autres vidéos, peut-être pas. Mais voilà, bonne journée.